Pierre l'a brièvement présenté, je l'en remercie. En fait, les missions européennes n'étaient pas conduites par la CFDT. La CFDT est un syndicat purement français, mais par l'UNI, l'Union Network International, qui est la fédération européenne qui rassemble les syndicats européens. Et donc j'intervenais en réalité pour la CFDT, en effet, la CGT, Force ouvrière et la CFTC, qui sont des syndicats affiliés au niveau européen. Et je peux vous garantir que ça se passe beaucoup mieux au niveau européen en termes de relations entre les syndicats que je viens de citer. Je vais donc vous parler, le titre de l'intervention, c'est « Actualité européenne à quelques mois des élections ». Et donc, je vais d'abord vous donner des indications ou vous rappeler un certain nombre d'éléments concernant les élections qui vont se tenir en juin prochain. Et puis, ensuite, pour éclairer l'actualité actuelle, qui est l'actualité actuelle, c'est pas terrible. Pour éclairer l'actualité qui est foisonnante, voire même brûlante, je vais m'appuyer sur les priorités qui avaient été définies par la Commission européenne, on verra dans quelles conditions, au début de l'actuelle mandature, c'est-à-dire 2019. Donc commençons par les éléments techniques des prochaines élections européennes. Alors comment ça se passe? Ça se passe dans l'ensemble des pays de l'Union du 6 au 9 juin. En France, ça sera le dimanche 9 juin. Donc l'élection se tient dans l'ensemble des pays de l'Union à la même période. Chaque État membre organise les élections comme elle le souhaite, à condition de respecter 3 règles. La représentation proportionnelle, sachant que les élections se tiennent sur un seul tour. Il est possible de faire des subdivisions régionales. C'est ce qu'avait fait la France jusqu'en 2019 ou 2014, enfin peu importe. Toujours est-il que nous sommes maintenant en France sur une liste nationale, des listes nationales et non pas des listes régionales. Et puis, un seuil électif qui ne doit pas excéder 5%. C'est-à-dire que pour être élu, la liste doit atteindre au moins 5%, voire moins si un État membre le souhaite. En tout cas, en France, c'est 5%. Les listes sont présentées dans chaque État membre par les partis nationaux. Alors c'est là qu'on commence à avoir un certain nombre de difficultés parce que le public a tendance à considérer qu'il vote pour un parti national et on oublie souvent de lui dire que lorsqu'un député, un eurodéputé est élu, il ne va pas siéger au nom du parti par lequel il a été présenté. Il va s'intégrer dans un groupe européen. Et ce groupe européen va non pas représenter pour chacun des élus le pays dont il est issu, mais l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Donc cette nuance, elle est très importante parce que ne confondons pas une élection européenne avec une élection nationale. Il ne s'agit pas de tenir compte de ce que présentent les partis au niveau national. Il s'agit de s'interroger sur qu'est-ce qu'ils vont faire dans le groupe européen et quel groupe européen vont-ils rejoindre et pour quelle politique. Sont-ils des Européens convaincus ou des eurosceptiques? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Alors, comme à chaque élection, quelques mois avant, des sondages sont effectués
D'abord auprès de la population pour savoir quel est leur intérêt vis-à-vis de l'Europe et sont-ils prêts à voter. Alors la bonne nouvelle, c'est que par rapport à 2019, les citoyens choisissent à plus 6% par rapport à 2019 de voter aux élections européennes et disent que ça les intéresse. Vous avez la moyenne de l'Union européenne en termes de réponses positives, c'est un peu plus de 50% pour l'ensemble de l'Union. Le dernier de la classe, c'est la Slovaquie, 25%. Et le premier de la classe, c'est les Pays-Bas, avec 75%. La France étant dans une moyenne basse, inférieure à 50%. Enfin, toujours est-il qu'il semblerait que l'intérêt des citoyens européens augmente, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelques mots sur le rôle et la composition, l'organisation du Parlement européen. Siège, présidence, conférence des présidents, je ne m'étends pas là-dessus. Sachez simplement, ou rappelez-vous que le Parlement européen siège d'abord à Strasbourg, c'est le siège officiel du Parlement européen. Il y a des séances également à Bruxelles et les commissions peuvent éventuellement travailler au Luxembourg. Tout ça pour préserver la diversité. Alors il y a tout un tas de polémiques sur le fait que ça coûte des sous, etc. etc. Bon. Mais on ne peut pas à la fois être européen et ne pas tenir compte d'une certaine diversité à tous égards, y compris dans les lieux de débat. Là, j'ai mis une tour de Babel parce que certains prétendent que le Parlement européen à Strasbourg ressemble à une tour de Babel. Alors, la tour de Babel, c'est aussi, quelque part, le symbole de la diversité. Je rappelle que la devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». Le Parlement européen dispose évidemment du pouvoir législatif, mais pas tout seul. Il le partage avec ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Il est compétent en termes de budget, il est compétent sur de plus en plus de domaines, sauf que pour l'instant, il n'est toujours pas compétent dans le domaine de la politique étrangère notamment. Et c'est bien dommage. Il contrôle le pouvoir exécutif, à tel point que désormais, le président ou la présidente de la Commission européenne est élu par le Parlement européen, lequel Parlement européen auditionne les commissaires qui viennent rejoindre l'équipe formée par le président ou la présidente de la Commission européenne, et ils peuvent éventuellement censurer la Commission lorsqu'elle a été mise en place et que son fonctionnement ne lui plaît pas. C'est arrivé une fois. Il y a évidemment des relations avec les parlements nationaux. Et l'ensemble de ces relations conduit éventuellement à des résolutions pendant la mandature. Je n'en dis pas plus, je vous rappelle simplement que ce qu'on appelle le triangle institutionnel montre à quel point le pouvoir législatif est réparti de telle sorte que la Commission européenne a l'exclusivité de la proposition des lois. Et le Parlement vote les lois conjointement avec le Conseil de l'Union européenne. Donc il faut que ces deux-là se mettent d'accord. Et lorsque on discute d'un projet quelconque, les représentants de ces trois institutions, ça s'appelle un trilogue. On discute à trois pour se mettre d'accord sur un texte ou une orientation. Sachant que les orientations, elles sont fixées par le Conseil européen, c'est-à-dire le rassemblement des chefs d'État ou de gouvernement. L'impulsion, elle vient de là, l'exécution ici et la législation là. Ok ? Alors voilà ce qu'était le Parlement européen
à son installation après les élections précédentes de 2019. Alors vous avez de gauche à droite les groupes européens dont j'ai parlé. Alors ces groupes européens, ils sont au nombre de 7. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, sachant que d'ici à là, on est sur des Européens convaincus, tandis qu'ici et là, éventuellement, on est plutôt sur des eurosceptiques. D'accord? La majorité absolue d'un Parlement qui, en début 2019, était composé de 751 députés, y compris le président, était de 376, ce qui veut dire que le Parti populaire européen, c'est ce que veut dire PPE, grosso modo, c'est, disons, la droite traditionnelle, et les sociaux-démocrates, à eux deux, avaient la majorité absolue. Et c'était le cas, d'ailleurs, depuis pratiquement le début des législatures. En 2020, les Britanniques ayant choisi de quitter l'Union européenne, bien évidemment, les députés élus pour le Royaume-Uni ont quitté le Parlement européen. Ils étaient 73, répartis comme ça, et sur ces 73, on en a gardé 46 en réserve pour d'éventuels élargissements. Je vous rappelle qu'élargissement, ça veut dire adhésion d'un pays à l'Union européenne. Donc 46 en réserve, et puis on en a réparti 27 sur les 14 pays qui étaient un peu sous-représentés, dont la France, qui est passée à ce moment-là de 74 députés à 79. Et vous avez donc la répartition des groupes européens avec une majorité absolue qui était toujours de 353, mais avec une majorité absolue qui n'était plus possible avec les seuls PPE et sociaux-démocrates, qui avaient donc l'obligation nouvelle de s'entendre avec d'autres groupes, soit Renew Europe. Alors, Renew Europe, en gros, c'est le centre. Et dans Renew Europe, on y trouve notamment, pour la France, la majorité présidentielle ou la Macronie, comme disent certains. Et puis, possibilité éventuellement de s'entendre avec les Verts, etc., sachant que ces deux groupes sont des Européens convaincus et militants et ne vont pas chercher à s'allier ici ou là, mais ici. En 2022, après un certain nombre de péripéties, disons de transvasement de députés d'un groupe à un autre, et puis d'autres péripéties, la composition issue du départ des Britanniques était donc de 705 répartis comme suit, majorité absolue 353, et PPE plus sociaux-démocrates n'ayant toujours pas la majorité absolue et continuant de devoir s'entendre avec les autres groupes. Ce qui a changé par conséquent dans le fonctionnement du Parlement européen, c'est une discussion plus large, des discussions éventuellement plus intéressantes, parce que la démocratie, c'est aussi la diversité. Donc, que deux partis ou deux groupes aient dominé le Parlement européen pendant plusieurs législatures, ce n'était pas forcément une très bonne chose. Et là, vous avez
suite aux sondages qui ont été faits en juin dernier, les projections de ce que pourrait être le Parlement européen issu des élections de juin prochain, sachant qu'il s'agit de sondages, hein, on est bien d'accord. Donc là, vous avez la projection de l'ensemble du Parlement, avec le PPE à 173, les sociodémocrates à 139, etc. Et puis là, vous avez la projection française. Donc, si le vote avait eu lieu au mois de juin dernier, on aurait eu 24 rassemblements nationaux, 17 Renaissance, etc. Et puis là, sur la gauche, la répartition, elle est très fluctuante, puisque NUPES, pas NUPES. Et puis, vous voyez qu'on est toujours dans une éventuelle même disposition de possibilité de majorité absolue avec les seuls Européens que j'appellerais militants et convaincus, et non, pas de nécessité de s'entendre avec les eurosceptiques. Donc ça, c'est, enfin, en ce qui me concerne, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que, par ailleurs, une nouvelle distribution, si je puis dire, de postes d'eurodéputés de pays sous-représentés donne désormais à la France, qui en avait 79, et en aura 81 en juin prochain. Vous avez ici la signification, non, ce n'est pas la signification, c'était la même que tout à l'heure, mais je n'insiste pas là-dessus. Je précise que ces sondages ont été conduits par l'un des médias européens qui s'appelle Euractiv, et pour la France, c'était l'IFOP qui a réalisé les sondages. Alors, maintenant que vous avez tout compris sur les élections européennes et le fonctionnement du Parlement européen, on va essayer d'éclairer l'actualité en fonction de ce qu'était le programme, et de ce qu'est toujours le programme, de la mandature actuelle 2019-2024. Et je vous ai mis ici les 6 priorités qui avaient été définies par la Commission européenne, d'une part, mais aussi avec les discussions issues du trilogue dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, vous avez là, en illustration, le rappel du triangle qui conduit à avoir, au niveau de l'Union européenne, une politique qui consiste à obtenir un consensus au niveau des 3 institutions. Alors, le pacte vert pour l'Europe, une Europe adaptée à l'ère du numérique, une économie au service des personnes, une Europe plus forte dans le monde, la promotion de notre mode de vie européen. Je crois que je l'avais déjà dit dans une conférence précédente, à l'origine du programme, c'était pas promouvoir, c'était protéger. Et certains avaient considéré que ça pouvait signifier une forme de repli sur soi, et c'est pour ça qu'on a finalement retenu promouvoir plutôt que protéger. Et puis un nouvel élan pour la démocratie européenne. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va regarder ça avec un peu plus de détails. Sur le pacte vert, alors je ne vais évidemment pas développer l'ensemble de ces choses-là, parce que là, on serait encore là ce soir tard. Je vais retenir simplement les objectifs les plus spectaculaires, on va dire. C'est d'une part la neutralité carbone annoncée par l'Europe à l'horizon 2050 et en étape intermédiaire en 2030, 55% de réduction des gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990. Sachant que le chiffre a évolué. Au début de la mandature, on était à une réduction de 50%, on est maintenant à 55%. Donc une amélioration
de l'objectif. Le tout étant issu de l'accord de Paris 2015, et il y aura évidemment participation de l'Union européenne aux discussions qui auront lieu lors de la COP28 qui se tiendra à Dubaï. Dubaï qui est la capitale, comme chacun le sait, des Émirats arabes unis. Sur le numérique, donc l'Europe a constaté, elle ne pouvait pas faire autrement, que la domination américaine est quasi totale sur les plateformes numériques. Google, c'est pas européen, Microsoft, c'est pas européen, etc. Moyennant quoi, c'est pas une raison pour se laisser intimider, voire dominer ou manipuler par ces grandes plateformes, et l'Union européenne a pris l'initiative de légiférer dans ce domaine pour contrôler, pour empêcher les dérives. Ça s'est traduit dès 2016 par le fameux RGPD, ça veut dire Règlement général de la protection des données. Chacun de vous, lorsque vous consultez Internet, vous avez accepté les cookies, pas accepté les cookies, une partie d'entre eux, etc. Ça, c'est le RGPD. Et c'est une initiative qui a été prise par l'Europe et qui sert de modèle, puisque d'autres contrées dans le monde s'en inspirent. Et puis, il y a deux éléments très importants, DSA et DMA. Alors, en gros, ça c'est l'activité numérique, et ça c'est le marché numérique. L'idée, c'est de faire en sorte, d'une part, qu'il n'y ait pas n'importe quoi sur Internet. Madame von der Leyen a trouvé cette formule que je trouve absolument excellente. Elle dit ce qui est interdit hors ligne doit être également interdit en ligne. C'est-à-dire notamment la diffusion de la haine, la diffusion du racisme, la violence, etc., etc. Alors, pour l'instant, la législation démarre, elle est balbutiante, mais ce qui illustre bien le sujet, c'est par exemple le différend qui a eu lieu il y a quelques jours entre l'Union européenne et M. Musk. Alors, pas M. Musk, fabricant de voitures électriques Tesla. M. Musk, patron de X, ex-Twitter, puisque M. Breton, qui est le commissaire chargé du marché intérieur et aussi du numérique, a interpellé M. Musk pour lui dire que sur Twitter, il y avait tout un tas de messages extrêmement haineux, liés notamment au conflit israélo-arabe, et que par conséquent, ce qu'on appelle la modération n'était pas faite convenablement. Alors, l'entretien qui s'est fait par courrier, notamment, n'était pas très aimable, et M. Musk est même allé jusqu'à dire qu'il envisageait de ne plus diffuser Twitter sur le territoire de l'Union européenne. Il ne le fera pas. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. Il ne va sûrement pas se priver du périmètre commercial européen. Donc il va probablement prendre des mesures un petit peu plus sérieuses en termes de modération de ce qui se passe sur son réseau. Parce qu'il avait déclaré « Moi je suis pour la liberté d'expression », autrement dit, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est pas la conception de l'Union européenne de la liberté. Parce que la liberté, ça a pour limite ce que j'ai déjà dit, la violence, le racisme, etc. Et puis, autre sujet que je voudrais souligner, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un sommet qui s'est tenu il y a quelques jours, le 2 novembre, à côté de Londres. Et figurez-vous que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Chine
et 20 autres pays ont signé une déclaration commune selon laquelle l'intelligence artificielle, il faut réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, il faut mettre en place d'éventuelles règles. Bref, c'est le début d'une réflexion mondiale à laquelle contribue largement l'Union européenne pour contrôler, modérer, réguler l'intelligence artificielle. Ici, vous avez le Conseil du commerce et des technologies de l'Union européenne avec les États-Unis. On y reviendra parce que ce même item revient dans un autre thème, parce que c'est pas très facile de ranger tel ou tel thème dans telle ou telle priorité. Donc il y a des chevauchements. Une économie au service des personnes. Alors qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? Ben, on y trouve notamment Next Generation Europe. Ça, c'est le plan de soutien qui avait été mis en place pendant la pandémie pour apporter de l'aide aux pays qui étaient les plus frappés par cette pandémie. Alors à l'origine, on était sur 750 milliards d'euros. Le budget n'a pas vraiment augmenté. En fait, les 800 milliards d'euros d'aujourd'hui, c'est ce qu'étaient les 750 milliards d'euros au moment de la conclusion du plan. La nouveauté de ce plan, c'est que, contrairement à ce qui se passait jusqu'ici, ce ne sont pas les États membres qui contribuent au budget, c'est l'Union européenne elle-même qui emprunte sur les marchés financiers pour financer ce plan. Et évidemment, le poids de l'Union européenne est évidemment plus fort et sa puissance de négociation est largement supérieure à chacun des États membres. On a aussi ici le plan d'action sur le socle européen des droits sociaux. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la dimension sociale de l'Europe, de l'Union européenne, pardon, qui a commencé véritablement en 1985 dans une petite contrée qui s'appelle Val-Duchesse, en Belgique, où là, sous l'impulsion de M. Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne de l'époque, on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle le socle social. Jusque-là, la préoccupation de l'Union européenne, elle était purement économique. Et à partir de 1985, on est entré dans la gestion du social. Et ce qu'on appelle le socle des droits sociaux, c'est en fait un certain nombre de textes, pas forcément contraignants, mais qui donnent la route à suivre pour les États membres. Et c'est ce qui a donné, par exemple, la directive sur les salaires minimaux dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Alors ça ne veut pas dire salaire minimaux au niveau européen, ça ne veut pas dire un montant de salaire. Ça veut dire, évidemment, entre la Roumanie et le Luxembourg, il y a des différences colossales. Donc l'idée, c'est pas de fixer un montant, c'est de mettre en place un dispositif de négociation pour permettre que chaque État membre dispose d'un revenu minimum. Au passage, l'Union européenne prétend avoir créé 6 millions d'emplois en 2021. Difficile de vérifier, ça peut n'être qu'une pétition de principe, mais il est vrai que les dispositifs qui ont été pris dans le domaine social ont permis de réduire le chômage. Ça, on le constate de façon tout à fait importante jusqu'à la dernière période, et où, hélas, le chômage reprend pour des tas de raisons. Et vous avez également un certain nombre de dispositifs concernant les compétences. Une Europe plus forte dans le monde. Alors là, on y trouve beaucoup de choses. On y trouve notamment la solidarité de l'Union avec l'Ukraine,
avec un montant qui est susceptible d'ailleurs d'être revu, puisque la Commission européenne demande aux États membres de mettre un petit peu mieux la main à la poche. Comme d'habitude, ça suscite des réticences, voire même des résistances. Il y a la sécurité alimentaire, et là, on y retrouve ce Conseil du commerce et des technologies Union européenne et États-Unis, et j'en profite pour dire que le 20 octobre dernier s'est tenu un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, le 20 octobre, ce sommet a été essentiellement dominé par le conflit au Moyen-Orient, et il faut dire que sur tous les domaines que l'Union européenne attendait en termes de révision des subventions qui sont actuellement accordées par les États-Unis d'Amérique à ces entreprises sur la base d'un plan qui met sur la table des centaines de milliards, aucun accord n'a été convenu et la discussion est reportée à plus tard, puisque parmi les préoccupations de l'Union européenne, il y a effectivement, Mme von der Leyen l'a évoqué de façon très claire vis-à-vis de la Chine, il y a des pays très puissants qui subventionnent de façon massive leurs entreprises, ce qui crée des distorsions de concurrence, au mépris d'ailleurs des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Mais en termes de régulation en général, et pas seulement dans le domaine du commerce, on le verra à l'occasion d'autres sujets, on n'est plus tellement dans un ordre mondial convenablement géré ces temps derniers. On a aussi ici la crise du Proche-Orient. Alors que dire sur la crise du Proche-Orient? On pourrait en dire beaucoup, mais je vais me contenter de 2-3 éléments d'appréciation. La première chose, c'est que contrairement à ce qui s'était passé au moment du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il n'y a pas eu immédiatement de position commune des États membres sur la question israélo-arabe. Il y a eu du flottement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a pris du temps. Et il y a seulement quelques jours, on peut dire que l'Union européenne a pris une position mi-chèvre, mi-chou, consistant à dire oui, Israël a un droit de légitime défense compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais oui, les populations civiles de Gaza doivent être absolument préservées et il faut créer des couloirs humanitaires. L'Union européenne n'est pas allée jusqu'à réclamer un cessez-le-feu, tout simplement parce que il est extrêmement difficile, c'est une question très délicate sur le plan diplomatique, il est extrêmement difficile en même temps de dire droit de légitime défense et cessez-le-feu. Donc il faut essayer de trouver un moyen terme, et j'en profite pour dire que ces atermoiements et puis les erreurs de communication, j'évoque le voyage de Mme von der Leyen en Israël, où elle a fait un discours de soutien à l'État d'Israël, de dénonciation évidemment du Hamas comme organisation terroriste, mais elle n'a pas dit un mot sur les Palestiniens. Et dans le même temps, le commissaire hongrois de l'Union européenne chargé de l'aide à l'étranger annonçait, sans consultation des autres membres de la direction de l'Union européenne, la suspension des aides aux Palestiniens. Alors évidemment, ça fait un peu désordre. D'ailleurs, le haut représentant aux affaires étrangères, M. Josep Borrell, a lui-même un peu chahuté Mme von der Leyen sur le thème de « Qui êtes-vous pour parler au nom de l'Union européenne dans les conditions où vous l'avez fait ?» Bon, bref, tout ça n'améliore pas l'image de l'Union européenne, et c'est bien dommage parce que en 1999, à l'époque où l'Union européenne était composée de 9 pays,
Une position très claire avait été prise à l'époque vis-à-vis de la question israélo-arabe, avec l'affirmation de la nécessité de deux États et avec une aide financière très importante apportée à la fois à Israël et aux Palestiniens. Entre-temps, d'ailleurs, l'Union européenne avait obtenu une mission de gestion de la frontière entre Gaza et l'Égypte, et sa voix était diplomatiquement respectée et entendue. Hélas, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça mériterait une révision de la posture de l'Union européenne sur cette question. Promotion de notre mode de vie européen. Alors là, on y trouve des sujets aussi simples que le pacte sur la migration, la santé, Schengen, etc. Alors je vais m'en tenir à trois. Le nouveau pacte sur la migration. Alors c'est un sujet qui est sur la table depuis des années. Il était déjà sur la table au moment du début de la mandature actuelle en 2019. Et entre-temps, on a essayé de se mettre d'accord sur quelque chose. On n'y est pas arrivé. Et on a des attitudes qui sont des attitudes nationalement égoïstes, qui conduisent par exemple Madame la présidente du Conseil de l'Italie à prendre un accord séparé avec l'Albanie pour y faire gérer les demandes d'asile. Alors, on peut évidemment lui reprocher cette démarche séparée, mais on peut aussi constater que l'Union européenne a fait un peu la même chose avec la Turquie, puisque moyennant financement, la Turquie est chargée de retenir les migrants, qui viennent notamment de Syrie. On a tenté de trouver un accord avec la Tunisie pour qu'elle retienne les migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et puis il y aurait des discussions avec l'Égypte ou le Maroc pour se livrer à ce genre de manipulation. Alors, la question migratoire est une question extrêmement complexe. Je ne vais pas la traiter ici, ce n'est pas le sujet. Mais enfin, ça fait partie quand même des préoccupations fondamentales de l'Union. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le domaine migratoire? Il y a au moins une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de gérer ça en ordre dispersé. C'est de faire que chacun fasse sa petite tambouille dans son coin, au mépris d'ailleurs, éventuellement du droit international. Ça nécessite donc que l'Union européenne trouve un accord dans ce domaine. Espérons qu'on y parviendra. Le pacte migratoire, en l'état actuel des choses, n'a pas véritablement une bobine très sympathique. Sur Schengen, alors vous vous rappelez, Schengen, c'est l'espace dans lequel, en théorie, liberté totale de déplacement des personnes, pas de contrôle aux frontières intérieures, etc. Alors pour simplifier le sujet, je vous l'avais déjà dit à l'occasion d'une autre intervention, l'espace Schengen ne se confond pas avec l'espace de l'Union européenne. Il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen, et il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen, la Suisse, par exemple. Tiens, je fais une petite parenthèse. La Suisse, qui avait à un moment donné engagé des discussions pour adhérer à l'Union européenne, n'a pas donné suite. Et non seulement elle n'a pas donné suite, mais les élections qui viennent d'avoir lieu en Suisse au niveau confédéral ont conforté la majorité précédente, laquelle est plutôt pour pas de relation avec l'Union européenne. Mais revenons à nos moutons. Sur Schengen, l'idée, c'est de revenir à une application plus convenable de comportements qui ne consistent pas, pour des raisons éventuellement plus ou moins justifiées, à fermer les frontières intérieures, ce qui met à mal le principe même de l'espace Schengen. Alors qu'on renforce
Les frontières extérieures, oui, mais qu'on mette des murs entre des pays qui sont dans l'espace Schengen, ça n'a pas de sens. Sur le plan un peu plus positif, Madame von der Leyen, dans ses recommandations aux institutions européennes, souhaiterait que rentre dans l'espace Schengen la Bulgarie et la Roumanie dans un avenir très proche. Puisque plus l'espace ressemble à ce qu'est l'Union européenne, et plus ça a de sens. Alors si on y ajoute d'autres pays, c'est très bien, mais ce serait aussi parfait que l'ensemble des pays de l'Union européenne soient dans l'espace Schengen. Et puis un mot là, vous avez stratégie de l'Union européenne en matière de lutte contre l'antisémitisme. Alors ce n'est pas de l'opportunisme. Ce sujet n'a pas été brusquement sorti à l'occasion de la nouvelle flambée d'antisémitisme en Europe. Ce sujet a été évoqué dès 2021 et consiste notamment, parce que c'est toujours pareil, les comportements fâcheux, les comportements racistes, les comportements antisémites sont liés à l'ignorance et le plus souvent résultent d'un défaut d'éducation. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de multiplier l'enseignement, notamment de ce qu'a été la Shoah, puisqu'on sait que nombre de jeunes ne savent même pas de quoi on parle. Donc ce n'est pas un sujet qui vient de sortir du chapeau, c'est un sujet qui est géré depuis plusieurs années. Il y a un plan qui s'étale jusqu'en 2030 pour essayer de mettre en place quelque chose. Alors venons-en à un nouvel élan pour la démocratie. Alors c'est peut-être le sujet le plus intéressant, parce que il y a plusieurs choses qui font que l'Union européenne a une allure tout à fait singulière dans le monde. Un, c'est le seul espace de véritable liberté et de démocratie, y compris dans ce qu'on appelle la première démocratie du monde, États-Unis d'Amérique. On constate qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas franchement dans un comportement démocratique. C'est le seul espace de l'Union européenne où il y a interdiction absolue d'appliquer la peine de mort. C'est le seul espace de cette dimension qui a cette position. L'Union européenne est la seule contrée dans le monde où il y a des droits sociaux significatifs, où il y a une protection à la fois en termes de rémunération, d'hygiène, de santé pour les travailleurs. Donc, quels que soient ses défauts, l'Union européenne est un modèle. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a beaucoup de choses, mais je voudrais surtout insister sur le fait que parmi les sujets, il y a précisément défendre la démocratie. Alors, lorsque des pays qui sont dans l'Union européenne se mettent à dériver de façon bizarre, en ne respectant pas les valeurs fondamentales de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, il faut penser à la Hongrie, et il faut encore penser à la Pologne, quoique il vient d'y avoir des élections législatives en Pologne, et c'est l'opposition qui a remporté ces élections. Ça n'a pas empêché le président polonais de désigner l'actuel Premier ministre pour former un gouvernement. Il n'y parviendra pas. C'est une façon de gagner du temps. Mais on aura bien, j'allais dire Dieu merci. Oui, Dieu merci. On aura bien, dans quelques semaines, il faut compter ça en semaines, un nouveau gouvernement polonais pro-européen et qui va sans doute revenir sur des dispositions qui avaient été prises par l'actuel gouvernement polonais en termes de séparation des pouvoirs notamment, en termes de contrôle des médias.
Parce que parmi les valeurs de l'Union européenne, et c'est l'un des sujets, vous l'avez ici, législation européenne sur la liberté des médias. Comment fait-on pour faire en sorte que l'information soit une information objective, libre, et non contrôlée, évidemment, par les autorités politiques? Eh bien, ça suppose des mesures, ça suppose des contrôles, ça suppose un comportement démocratique. On a sur la violence sexiste un chantier à mener et qui n'est véritablement mené que dans l'Union européenne de façon très sérieuse. Madame von der Leyen, toujours, je la cite parce qu'elle représente la Commission européenne, c'est-à-dire l'exécutif de l'Union européenne, et dans ce qu'on appelle son discours sur l'état de l'Union, qu'elle a prononcé le 13 septembre, vous savez que, selon une tradition qui remonte maintenant à 2010, chaque année, le représentant ou la représentante de la Commission européenne vient faire le point, c'est un peu copié sur la méthode américaine, vient faire le point sur l'état de l'Union européenne. Et dans son discours du 13 septembre, elle a lourdement insisté sur le combat à mener contre les violences sexistes. Elle a même sorti le slogan utilisé par les féministes, « Non, c'est non ». Autrement dit, quand une femme ne veut pas faire un certain nombre de choses avec un partenaire qui n'en est pas un, eh bien, si on dit non, c'est non. Et là, on trouve la notion de consentement. Et j'en profite pour dire que, bizarrement, la France fait partie des pays qui s'opposent à ce que le viol figure dans le projet de directive qui est en magasin, on va dire, sur la question des violences faites aux femmes. Alors, je me suis un peu intéressé au sujet en disant, enfin, la France, parce que, bien évidemment, toutes les organisations féministes françaises sont vent debout, et on a lu des choses assez violentes, justement, sur le sujet. Alors, je ne dis pas que j'approuve la position française, loin de là, mais je la comprends. Parce qu'en fait, la position française est une position juridique. Elle consiste à dire, attention, tout ce qui relève du pénal n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Par conséquent, si on sort une directive qui traite du pénal, et que dans ce pénal on y trouve le viol, on risque d'avoir une remise en cause devant la Cour de justice de l'Union européenne, et tout le texte risque de tomber. Je ne dis pas que cette position est la meilleure, je dis simplement que la position prise par la France n'est pas aussi terrible que ce que veut dire cette femme. Mais il est évident que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, ce serait une bonne chose que les compétences de l'Union européenne soient étendues à des domaines où l'efficacité mutualisée est bien meilleure que l'efficacité de chaque État séparé. Et j'en viens donc, sur cette question de nouvel élan pour la démocratie, à nous interroger sur l'avenir de l'Europe. Et parmi les questions qui sont sur la table en ce moment, il y a la question de l'élargissement. Qu'est-ce que ça veut dire de s'élargir? Ça veut dire faire entrer de nouveaux pays, et vous avez peut-être entendu que lors d'un voyage que Mme von der Leyen vient de faire pour la 6e fois en Ukraine, elle a annoncé deux choses. La première, c'est qu'elle va proposer, parce qu'elle ne peut pas décider toute seule, elle va proposer, dans un rapport qui a été fait par la Commission européenne justement, que l'Ukraine et la Moldavie soient reconnus comme candidats officiels. Alors qu'est-ce que ça veut dire être candidat officiel? Vous avez ici la carte. Alors
évidemment en bleu les pays qui appartiennent à l'Union européenne. Alors, je ne sais pas trop qualifier cette couleur, surtout qu'entre ça, entre ça et ça, c'est pas forcément bon. Bref, vous avez ce qu'on appelle le candidat officiel. Alors le candidat officiel, c'est le pays avec lequel on va engager ou on a engagé des discussions pour vérifier que les critères d'entrée dans l'Union sont réunis. Ça peut durer quelques années. Ça peut se suspendre. Par exemple, le premier candidat à l'Union européenne en termes d'ancienneté, si je puis dire, c'est la Turquie. Hein, la Turquie est candidat officiel à l'entrée dans l'Union depuis 1999. Pour des raisons que vous devez bien comprendre, les critères concernant l'entrée dans l'Union ne sont pas du tout réunis par la Turquie aujourd'hui. Et d'ailleurs, M. Erdogan a déclaré il y a quelques jours « Je n'attends rien de l'Union européenne ». Du coup, on se demande pourquoi il ne retire pas sa candidature. Donc là, vous avez les pays candidats à l'Union, et c'est essentiellement les pays des Balkans, l'Ukraine, maintenant la Moldavie, et puis vous avez aussi la Géorgie, qui n'est pas candidate encore, mais dont Mme von der Leyen a dit que dans le rapport qu'elle avait déposé, elle proposait que des discussions soient engagées pour y parvenir. Alors, vous voyez que, d'une part, on a complété ce qu'est le territoire européen, qu'on peut qualifier de classique, de basique, et puis on a d'autres pays, là aussi, hein, c'est l'Europe. À la limite, d'ailleurs, la Russie, pour une partie, c'est aussi l'Europe. Bon, enfin, pour l'instant, M. Poutine n'est pas tout à fait tourné de ce côté. Et puis, la Géorgie. Alors, est-ce que la Géorgie, c'est l'Europe? On peut discuter. Mais ce qui compte, au fond, c'est que plus l'Union européenne sera puissante, plus elle aura de poids dans le monde. Alors évidemment, ça suppose de s'interroger sur... On a déjà des difficultés à se mettre d'accord à 27. Comment on va faire à 30, 34, 36? Alors, je fais partie de ceux qui pensent que élargir à d'autres pays sans réviser les traités actuels, c'est périlleux. Puisque dans les traités actuels, il y a notamment la règle de l'unanimité sur certains sujets. Alors on a déjà du mal. À 27, il suffit qu'il y ait un vilain petit canard au milieu pour bloquer le processus, donc l'unanimité n'est pas un bon système démocratique. Il vaut mieux faire ce qu'on appelle la majorité qualifiée, c'est-à-dire c'est pas la majorité simple. On invente des règles pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de pays impliqués dans le vote, d'une résolution, d'un projet quelconque, et puis surtout, on fait en sorte que l'articulation entre ce qui relève de la compétence des États membres et de ce qui relève de la compétence de l'Union européenne soit plus claire. Aujourd'hui, on est dans une espèce de flou sur des tas de sujets. Par exemple, la santé n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Et pourtant, la Commission européenne s'est saisie notamment de la politique des vaccins au moment de la pandémie. Alors, elle ne l'a pas fait toute seule, comme ça, dans son coin. C'était à la demande des États membres. Mais vous voyez bien que quand on est sur des activités qui sont en limite du droit, et je l'ai évoqué à l'instant sur la question des violences sexistes, envisager de légiférer sur le pénal au niveau de l'Union européenne alors que ce n'est pas de sa compétence, c'est risqué, c'est moins compliqué. Si on additionne les pays membres de l'espace économique européen, c'est ce que veut dire les pays candidats à l'Union européenne et d'autres pays qui ne sont ni candidats, voire même qui sont sortis de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, ou qui ont été candidats puis qui ont abandonné, comme la Norvège, la Suisse et
l'Islande. En tout, ça fait, j'ai vérifié, hein, ne comptez pas, ça fait 44. Et ces 44 pays appartiennent depuis maintenant 2022 à une nouveauté qui s'appelle la communauté politique européenne, sur une idée de M. Macron. Alors je crois que je vous l'avais déjà présenté, non pas M. Macron, mais la communauté politique européenne. L'idée, c'est non pas de faire une antichambre de l'entrée dans l'Union, puisque le Royaume-Uni vient d'en sortir. Donc c'est pas l'idée. L'idée, c'est de réunir des pays qui partagent les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, la démocratie, la liberté, la non-violence, etc. Eh bien, la perspective d'une Union européenne élargie, c'est ça. Et j'ajoute qu'il serait fâcheux que l'Union européenne s'affaiblisse ou que l'Union européenne fluctue sur des sujets importants et que son implication au niveau international ne soit pas plus évidente. Parce qu'il y a des gens dans le monde pour qui l'Union européenne, c'est un modèle, c'est une référence. Pour les femmes afghanes, pour les femmes iraniennes, l'Union européenne, c'est un phare. Il ne faut pas que ce phare faiblisse, et surtout pas qu'il s'éteigne. Donc, les élections européennes de juin prochain, c'est aussi pour ça. C'est pour faire en sorte que ce monde qui va très mal en ce moment, et qui est soumis à des bouleversements de toutes sortes, parce que notamment l'Occident a probablement été un peu arrogant, trop longtemps, et que le reste du monde le regarde avec méfiance. J'en profite pour dire au passage que en 2003, lors du projet de guerre en Irak, déclenché par les États-Unis d'Amérique sans mandat des Nations Unies, la France s'y était opposée par la loi de l'excellent M. Villepin, pardon. Eh bien, j'ai en tête l'intervention du représentant de l'époque de la Syrie. Alors, c'était passé un peu inaperçu, mais ça s'éclaire tout à fait de façon importante aujourd'hui. Il avait dit « Comment voulez-vous prendre au sérieux le Conseil de sécurité quand, d'un côté, on s'apprête à envahir l'Irak, qui n'a pas respecté une résolution des Nations Unies et qui disposerait, sans preuve, d'armes de destruction massive, et dans le même temps, vous avez Israël, qui n'a pas respecté plus de 500 résolutions des Nations Unies et qui dispose, et c'est prouvé, d'armes de destruction massive. Ça ne veut pas dire autre chose qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il faut que l'Occident apprenne à s'entendre avec le reste du monde et à cesser des comportements qui créent une fracture qui ne peut que s'aggraver. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ces éclairages. Il y a certainement des questions. Ça, n'hésitez pas. C'est le moment. Une question simple. Quelles sont les conditions pour créer un groupe au Parlement européen? Il faut 25 eurodéputés. De différents pays. Alors, il faut 25 eurodéputés dans au moins, au secours, Catherine. Ça a changé. Donc, il faut donc, la condition basique, c'est au moins 25, provenant d'au moins 3 ou 5 pays, quelque chose comme ça.
Oui, bonjour, cher ami. Il y a des gens qui disent que le système risque de se casser la figure. Et si on veut éviter que ça se casse la figure, il faut faire appel à l'essence fédérale. C'est un mot que vous n'avez jamais prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et puis en même temps, notre ami, le journaliste ancien du Monde, là, Bernard Guetta, va sortir un livre que je n'ai pas eu le temps de lire. Il parle qu'il faut tout de suite se mettre au niveau de la nation européenne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces éléments-là? Merci. Ok, merci beaucoup. On est fâché? Pourquoi tu es beau parce que... C'est par politesse, vous savez, je plaisante. Alors, c'est vrai, je n'ai pas prononcé le mot fédéral, alors que je suis européiste. Mais je dirais que dans les temps actuels, il ne faut pas s'embarquer dans des querelles qui nuisent finalement au paysage européen. Puisque je constate par ailleurs que, y compris des partis eurosceptiques, finalement, constatent que l'Union européenne, c'est pas si mal que ça. J'observe par exemple que l'un des partis qui était le plus virulent à l'égard de l'Union européenne et qui voulait sortir de l'euro ne veut plus sortir de l'euro. Alors c'est peut-être une posture, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que en l'état actuel des choses, le débat sur fédéralisme ou pas n'est pas mûr. Et qu'il vaut mieux, me semble-t-il, discuter de choses plus concrètes, comme par exemple ce que j'ai évoqué. Que fait l'Union européenne pour tenter de régler des conflits comme le conflit israélo-arabe? Qu'est-ce qu'on attend pour remettre sur la table une négociation? Alors la question avec qui? Pas avec le Hamas, ça c'est sûr, mais on peut compter sur la diplomatie européenne pour inventer des solutions. Donc voilà, c'est uniquement pour cette raison, sachant par ailleurs qu'il est évident aussi qu'une Union européenne fédérale gommerait ce flou artistique qui persiste entre la compétence centrale et la compétence des États membres. Il viendrait à l'idée de personne, par exemple, de contester à M. Biden, quand il se déplace dans le monde, de représenter les États-Unis d'Amérique. Et il viendra à l'idée de personne d'envoyer le gouverneur de l'Ohio pour aller discuter avec je ne sais qui. Or, l'Union européenne, pour le moment, elle est dans cette espèce de flou qui fait qu'on entend en même temps Josep Borrell, le haut représentant des affaires étrangères, pour faire ça, et les États membres. Bon. Mais, encore une fois, si je ne parle pas de fédéral, c'est parce que je pense que l'urgence du moment, alors je pense au conflit armé, Ukraine, israélo-arabe, et il y en a d'autres. Il y a le Soudan, enfin, partout dans le monde, les hommes, je dis bien les hommes, adorent se foutre sur la gueule. D'ailleurs, Hugo avait fait un poème là-dessus. Il expliquait que les hommes adorent se battre, la violence est un réflexe ancestral. Eh bien, l'urgence du moment, c'est de faire en sorte qu'une entité comme l'Union européenne intervienne tout de suite pour tenter de mettre les gens autour d'une table pour régler les différends qui existent. Et puis il y a l'urgence climatique. Lorsqu'on lit tous les rapports qui sont en train de sortir, l'urgence, elle est de plus en plus urgente. Et si on continue à, comme disait Jacques Chirac, regarder ailleurs, on va pas dans le mur. Voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de fédéralisme. Oui. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer quel est le pouvoir d'influence du président du Conseil européen? À quoi sert-il? Alors, le président du Conseil européen, c'est M. Charles Michel. Alors, j'en profite pour dire, il n'y a plus le triangle sous les yeux, mais
ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc le président du Conseil européen, il sert à représenter le Conseil européen et il est un peu en concurrence avec Mme von der Leyen, puisque en général, quand il y a des discussions internationales, ils se déplacent tous les deux. Et comme ils ne s'aiment pas beaucoup, par exemple au sommet qui s'est tenu aux États-Unis le 20 octobre, ils sont arrivés séparément. Ça fait un peu désordre. Son rôle, c'est de représenter le Conseil européen, c'est-à-dire l'entité qui donne l'impulsion, qui fixe les orientations de l'Union européenne. Il a aussi comme rôle de coordonner la vision des différents États. Ah oui, Catherine a raison. Je salue Catherine Guica, ex-députée au Parlement européen, qui me rappelle qu'il a aussi le rôle de coordonner les différents points de vue des États membres, puisque les États membres, eux, y siègent à travers leurs ministres dans le Conseil de l'Union européenne, donc il est bon qu'il y ait quelqu'un pour les orienter et trouver quelque chose. Quand il y a par exemple un différend entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, peut intervenir pour dire par exemple au Conseil de l'Union européenne, bon écoutez, rapprochez-vous un peu de la position du Parlement pour trouver un accord. Vous voudrez bien excuser par avance la question d'une ignorante, mais dans tous les thèmes qui sont abordés ou qui doivent être abordés, c'est moi. C'est moi. Voilà. Dans tous les thèmes qui doivent être abordés par l'Europe, je n'ai pas vu en tant que tel l'éducation. Alors on voit la violence, on voit l'antisémitisme, le racisme, l'écologie, mais est-ce que le thème de l'éducation pour les futures générations, comme on dit, c'est quand même quelque chose d'essentiel, puisqu'actuellement, un petit peu dans tous les pays, on assiste à, on dit toujours, ah oui, c'est l'éducation qui doit tout apporter. Mais ce thème n'est pas en tant que tel traité par l'Europe. Alors si, en fait, il est traité. Je n'ai pas pu en parler sauf de façon très, très superficielle. Alors d'abord, l'éducation en tant que telle, c'est de la compétence exclusive des États membres. Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. L'Union européenne, elle donne des impulsions, des recommandations, comme par exemple sur le sujet de l'antisémitisme. Elle donne un produit phare aussi, comme Erasmus, c'est-à-dire la mobilité des étudiants, et d'ailleurs c'est maintenant avec Erasmus Plus étendu à d'autres personnes que les étudiants. Donc voilà, il n'y a pas d'intervention directe sur les formations qui doivent être mises en place dans les établissements scolaires par exemple, mais il y a des impulsions et des orientations. Oui, on pourrait penser que l'impulsion qui est donnée aussi, c'est que tous les jeunes parlent l'anglais. On appelle une langue qui n'est plus trop portée par un pays européen. Bon. Alors c'est vrai que la langue de base au travail de l'Union européenne, c'est l'anglais. Et bon, c'est parce que c'est la langue la plus partagée, même avec le départ des Britanniques. Je voudrais vous demander par rapport aux 6 priorités pour 2024, il me semble qu'il n'y a rien, je n'ai pas tout compris, concernant un projet de mise en place d'une défense européenne commune. Et compte tenu de ce qui se passe en Ukraine et des menaces qui peuvent se profiler derrière, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'être particulièrement vigilant dans ce domaine, collectivement? Merci de cette question, parce que ça me permet de constater que j'ai oublié, parce que je ne pouvais pas tout évoquer, mais il y avait quelque chose que je voulais vous dire à propos de ce qu'on appelle la boussole stratégique. Ça vous dit quelque chose? Le vocabulaire européen est toujours fleuri. Donc ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'est précisément les orientations
que souhaiterait l'Union européenne en termes de défense et de sécurité. Il n'y a pas d'armée européenne, mais il y a la tentative de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une force d'intervention rapide, qui serait constituée de 5000 militaires, c'est pas rien, constituée évidemment de militaires en provenance de, sinon la totalité, en tout cas plusieurs États membres. Et cette perspective, elle est à l'horizon 2030. Parce que par ailleurs, l'émergence d'une armée européenne, elle n'est pas pour demain, parce que ça supposerait que les États membres, alors ça pourrait se faire dans un État fédéral, délèguent leur pouvoir au niveau de l'Union européenne. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde les budgets militaires de chacun des États membres, on constate qu'ils ont augmenté de façon très importante. La Pologne, par exemple, a multiplié son budget par 3. Et elle est en passe de devenir l'armée la plus importante d'Europe. La France a significativement augmenté ses budgets. Mais quant à la coordination et la perspective d'une défense européenne, c'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce qui est traité dans le cadre de la protection des droits de l'enfant? Je ne peux pas vous en donner le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la même méthode que d'habitude. Ce n'est pas forcément de la compétence de l'Union européenne d'intervenir directement dans la gestion de ce sujet. Mais l'Union européenne fait des études, regarde comment se comportent les États membres, quelles en sont leurs législations, en sort ce qui peut être considéré comme les meilleures pratiques et diffuse ensuite à l'ensemble des États membres des modèles qui peuvent faire évoluer leur législation interne. Voilà. C'est vrai dans tous les domaines, y compris pour les personnes en situation de handicap, y compris pour certains domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. L'Union européenne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est pour ça que j'ai parlé de flou, c'est qu'elle a un rôle, y compris éducatif, parce qu'elle a une vision globale de ce qui se passe dans les États membres, lesquels font remonter des tas de sujets. Il faut savoir que Eurostat, qui est l'organisme statistique de l'Union européenne, gère des données colossales, ce qui permet non pas de surveiller les États membres, ça peut être le cas dans un domaine comme l'utilisation des fonds européens. Mais en tout cas, elle donne des avis, des orientations et des recommandations. Mesdames et messieurs, une dernière